Simple. Alors, on nous demande quel est le niveau d'implication de la banque Rothschild dans la loi de 73. Alors, Parce qu'on l'appelle souvent, c'est vrai, la loi Rothschild de cette loi de 73. Moi, pour avoir interrogé ceux qui l'ont fait, Ouais. les techniciens qui l'ont fait, il n'y en a pas un qui accepte qu'on en retire le bénéfice à Valéry Giscard d'Estaing. Pompidou, au moment où la loi est préparée, est un homme malade. Il a le syndrome de Westerstrom, il a une leucémie. Il a doublé de volume, il est sous cortisone. Il fait un voyage en Pologne cette année-là. On met entre une demi-heure et 3/4 d'heure à le sortir de l'avion. Ah oui, d'accord. Un homme qui était un gros bosseur. Il aurait pu survivre à ça, mais il a voulu garder ses fonctions, donc il s'est condamné. D'accord. Fondamentalement, il faut savoir qu'on dit que Georges Pompidou a travaillé pour la banque Rothschild, ce qui est tout à fait vrai. Il n'a jamais été banquier, contrairement à ce que j'ai lu à certains endroits. Il a été directeur. Il était directeur général, non? C'est pas ça. Il a été directeur de département. Et fondamentalement, il est dans quelles années? Il est dans les années 50, c'est-à-dire au moment où De Gaulle pèse 3%, où l'influence politique de Pompidou ne serait liée qu'à un retour de Gaulle, ce qui fait rire à ce moment-là tout le monde. Tout le monde. Ouais. Parce qu'en 53, De Gaulle, le RPF s'effondre. Oui, complètement. Ouais. Voilà. De Gaulle est à 3%. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu, de la part de la banque Rothschild, qui, je le rappelle, n'a pas d'action dans les dettes d'État à ce moment-là. C'est une banque d'affaires. Une banque d'affaires, c'est quoi? Par exemple, toi, tu veux monter une super méta TV, tu veux racheter des locaux, tu vas voir la banque Rothschild, tu vas dire, trouvez-moi de l'argent, ils vont, eux, sur les marchés et t'apportent des capitaux pour ton projet. Ils n'ont pas le droit de prendre de dépôt. C'est la loi. Ah, ça, c'est très important, ça. C'est la loi qui le dit. C'est l'équivalent du Glass-Steagall. Ce n'est qu'une banque d'affaires. D'accord. Or, fondamentalement, il y a toujours une stratégie d'influence. Il faut la reconnaître. Et elle reviendra dans les années 80 de la banque Rothschild. Ça, il y a un très bon bouquin sorti chez je sais pas si chez Robert Laffont sur l'histoire de la banque Rothschild. Il le dit bien. Moi, on m'a dit, vous essayez de blanchir Pompidou. Je suis un gaulliste orthodoxe. Je déteste la figure de Georges Pompidou. Et j'ai accepté ce bouquin pour régler mes comptes avec. Je l'ai déjà dit. La seule chose, c'est que je suis historien. Je ne vais pas charger un homme qui, fondamentalement, sur ce dossier-là, et pas sur d'autres, est un homme largement innocent. Voilà. Donc c'est plus, toi tu dis que c'est plus Giscard. Alors, tous ces hommes revendiquent la paternité, et lui le premier. Il a répondu à Holbeck sur son blog, il a dit qu'il était très content de ce qu'il avait fait, qu'il en était très fier intellectuellement. Et ils ont un tel mépris pour Pompidou, il faut quand même se l'imaginer. Pour eux, Pompidou, ils m'ont fait des portraits de Pompidou, il faut savoir quand même que Pompidou était normalien, mine de rien, c'est pas tout à fait rien. Il est l'auteur d'une anthologie de la poésie française qui fait encore autorité aujourd'hui, et je dis ça d'autant plus que c'est une figure pour laquelle j'ai aucune admiration, et encore moins d'affection. Et ils m'ont fait un portrait d'une espèce de bouseux en sabot. Non mais franchement, fils d'instituteur, il n'a pas fait de grand corps. Déjà, il n'a pas fait l'ENA. Alors qu'eux sont John Zénarque, l'ENARC né en 45. Il n'a pas fait de grand corps. Donc il n'a pas fait ni Polytechnique, grand corps habituel, ou l'ENA, nouveau grand corps. Il n'a pas fait Epoli. Il est fils d'instituteur, ça la fout vachement mal, auvergnat caricatural. Caricatural. Et j'aurais dit, tes enfants quand même, il était ce qu'il était. Mais vous ne pouvez pas mépriser des gens comme ça. Et fondamentalement, Giscard tenait au projet. Parce que pour lui, il avait déjà tout dans la tête. D'ailleurs, il le dit dans son discours à l'Assemblée sur cette loi qui est une loi de modernisation des statuts de la Banque de France. Il le dit par rapport à nos engagements internationaux, etc. Il parle de quoi? Il parle du processus communautaire. Il parle de la marche à l'Europe, dont il espère, parce qu'il fait partie des réseaux monnaie à ce moment-là. Oui, c'est ça qu'il faut... Alors ça, oui, voilà, il fait partie des réseaux monnaie, Giscard. Et c'est pour ça que moi j'essaye de racheter personne, tout comme je ne critique personne. Je dis juste je dis juste que, et je le dis sincèrement, moi j'ai aucune affection pour le président Pompidou. Je croyais d'ailleurs trouver des choses. Et bien, fondamentalement, sur ce point-là,
Si on veut vraiment trouver les hommes qui sont derrière la loi dite du 3 janvier 1973, c'est la loi Giscard-Monet. Parce que le premier qui parle, pas de cette loi-là précisément, mais de l'ensemble du processus, c'est Monet, dans une réunion de travail qui aura lieu en 1942. Il est sous le protégé par les Américains, il fait déjà les plans. Voilà, il faudra une Monet, l'homme des Américains, il faut bien le préciser. Ah oui, les Américains l'ont reconnu comme un de leurs agents. Ah oui. Mon point, Ambrose Edward Pritchard a fait le truc. Voilà. Donc si vous voulez, moi je n'ai pas d'affection, j'essaye pas de sauvegarder le président Pompidou, très loin de là. La seule chose, c'est, moi je n'ai pas trouvé de preuves là-dessus, et surtout, il faut savoir pourquoi on dit toujours Banque Rothschild quand on associe avec Pompidou. C'est que l'humanité a pris Georges Pompidou en grippe dès son arrivée au pouvoir. Le lendemain de son arrivée au pouvoir avec le général de Gaulle, c'était marqué « Le directeur chez Rothschild a réuni son gouvernement ». Et ça a été à chaque fois le directeur chez Rothschild, et on a repris ça. Donc il était très mal vu aussi. Ouais. Oui, il était mal vu, mais fondamentalement, Pompidou, ils me l'ont tous expliqué. Pompidou était beaucoup plus libéral que de Gaulle, c'est certain, mais il était d'un Mais lui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il le méprise. Il leur dit non, mais laissez-moi ma monnaie quand même, parce que Pompidou, c'est un fils d'instituteur auvergnat, justement. Donc il est dans un monde agricole, c'est quelqu'un qui sait que tout peut être, que les choses peuvent changer rapidement, comme le temps peut changer rapidement. Donc il leur dit, mais on va libéraliser, mais un, doucement, et deux, parce qu'il a beaucoup libéralisé Pompidou, oui. Ça a été un grand... c'est lui qui commence à... Oui, non, mais il est beaucoup plus libéral que de Gaulle. Et surtout beaucoup plus libéral que Michel Debré. Mimi la colère, à chaque fois qu'il a... Le peu de fois que Michel Debré a libéralisé des choses, il a mis des organismes de contrôle au-dessus. Pour, je crois que c'est 3 ou 4 opérations de bourse qu'il a autorisées. Il a créé immédiatement la COB, la Commission des opérations de bourse. Donc le libéralisme à la Michel Debré, c'est... Si tu fais de l'argent et que ça sert le pays, tu peux le faire. Ne marche pas. Dévie de la roue droite et je t'abats. D'où ce surnom Mimi la colère. Alors, en fait, tout ça c'est qu'en fait une espèce d'oligarchie mondialiste qui serait en fait cosmopolite transnationale. Et donc son idée c'est que si par exemple pas mal de colonies, c'est à un moment donné tout sur place. La question c'est, est-ce que selon vous, les gens qui ont construit l'Europe à partir des États-Unis travaillent vraiment pour l'intérêt national américain ou plutôt pour l'intérêt d'une oligarchie Alors je répondrai à plusieurs choses. D'abord, c'est une bonne question, c'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément la bonne réponse, chacun a son point de vue. Je connais Pierre Hillard. D'abord, je répondrai un petit peu la même chose que tout à l'heure. Pierre Hillard n'a pas créé un parti politique, c'est un universitaire, je le connais un peu. Hein. C'est un universitaire, il écrit des livres, c'est une espèce de think tank à lui tout seul. Voilà, donc c'est très riche, mais son ambition n'est pas de changer le monde, il aide à apporter de l'information. J'ai tendance personnellement, il y a des choses qu'il a écrites que je trouve très très bien, enfin son analyse par exemple sur l'Europe ethnique, je me suis inspiré de certains de ses passages, de certains de ses ouvrages pour la conférence de ce soir. Et il y a des choses, il a écrit un très intéressant livre sur Bertelsmann. Bon, moi je lui reproche personnellement, c'est pas un reproche intellectuel si vous voulez, c'est que je trouve qu'il est pessimiste. Il est trop pessimiste, il verse un petit peu parfois dans le paranormal, du style il faut qu'il y a plus que la divine providence pour... Bon, moi je le trouve trop pessimiste et trop... parfois un peu irrationnel. La question que vous posez par ailleurs, il y a du vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que du vrai. Les gens ont un peu tendance trop facilement, c'est comme les Alain Soral et compagnie, à considérer que les États-Unis, ça serait de la gnognotte. Non. Aux États-Unis, je crois savoir qu'il y a différents centres de pouvoir. Il y a des lobbies très importants qui s'exercent. Alors, il y a certains qui disent le lobby israélien. Oui, il y a un lobby israélien très important, mais c'est pas le seul. Il y a le lobby militaro-industriel, il y a le lobby de l'armée, il y a le lobby il y a des quantités de lobbies qui s'exercent. Et voilà. Comment ? Le lobby bancaire, etc. Il y a beaucoup de lobbies qui s'exercent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même encore une puissance qui a des raisonnements de puissance étatique.
L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas de la Russie. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, avec une lecture style oligarchique, il y a des gens qui me disent oui, mais en fait, bon, Poutine, tout ça, c'est la même chose, et puis les Chinois aussi, enfin bon. Avec une telle lecture, on ne comprendrait pas les oppositions, on ne comprendrait pas Femen, on ne comprendrait pas les Pussy Riot, on ne comprendrait pas pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Quand vous lisez Zbigniew Brzezinski, qui a un vrai raisonnement de géopoliticien national, il s'agit bien d'un encerclement de la Russie, de refouler la puissance russe dans l'interland eurasiatique. Ça, c'est un raisonnement purement national américain, hein, qui consiste à encercler la Russie par le sud et l'ouest, et en même temps de dominer, parce que l'Anatolie est au Moyen-Orient, ce que le Tibet est à l'Extrême-Orient. Je disais tout à l'heure, vous avez vu ma carte avec le Tibet qui peut dominer balistiquement 50% de la population mondiale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. L'Anatolie peut dominer également, c'est le plateau qui permet de dominer le Moyen-Orient, de surveiller tout ça. Ça, ce sont des raisonnements purement nationaux et je ne vois pas en quoi l'explication par l'oligarchie explique pourquoi, par exemple, la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas épuisé le sujet. Oui, c'est vrai, il y a une oligarchie qui... les intérêts aux États-Unis... D'ailleurs, quand moi je dis les Américains, parfois il y a des gens qui me l'ont reproché, quand je dis les Américains, c'est comme quand je dis les Français ou quand on dit les Allemands. De quoi parlons-nous? Bon... Les Français, il y a des gens qui disent que les Français sont des salauds parce qu'ils nous bombardent en Libye, par exemple. Il y a des Libyens qui disent ça, mais le peuple français, dans sa majorité, est très hostile à ce qui se passe en Libye. Aux États-Unis soi-même, malheureusement, une grande partie du peuple américain est complètement lobotomisé par la télé. Mais vous avez aussi quand même des gens aux États-Unis. Moi, j'ai des amis aux États-Unis. Vous avez aussi des Américains qui réfléchissent. Il y a aussi des mouvements aux États-Unis. On parle beaucoup de Ron Paul, mais moi je cite dans ma conférence notamment où je parle de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne, je montre il y a des associations avec des centaines d'associations, les vétérans pour la paix, les églises ci, les églises ça, il y a plein de gens qui justement essaient de lutter contre leur propre gouvernement. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut dire. À mon avis, bien sûr, il y a une oligarchie qui laissera tomber les États-Unis si les États-Unis se cassent la figure, c'est vrai. Mais moi, et ça sera ma conclusion, si vous me le permettez, dans cette réponse que j'essaie de faire un petit peu nuancée, parce qu'il y a du vrai, mais je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais surtout ce que je reproche, c'est que ça n'est pas opérationnel. Voilà. C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en lui disant « Vous appelez à la résistance pour chasser les Allemands, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait Hitler est financé par la City ou par la famille Bush ?» Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Pour l'instant, il faut limiter nos... Enfin, c'est un raisonnement, je reconnais, hein. C'est un raisonnement J'essaie d'être un responsable politique et je veux, à un moment, je dis il faut limiter la recherche des causes ultimes. Voilà. On a un raisonnement politique, nous on veut libérer la nation, la patrie. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle. Voilà. Maintenant qu'on recherche, après qu'on découvre, voilà, bon, c'est comme on pourrait dire est-ce que Pearl Harbor était un false flag? Très bien, tout ça c'est intéressant. Mais il faut, hic et nunc, en tout cas c'est notre vocation de parti politique, faire changer les choses. C'est pour ça que moi je ne veux pas m'épuiser dans des débats pour savoir... Parce que finalement, quelle est la conclusion opérationnelle que l'on tire de Pierre Hillat? C'est le plus gros reproche finalement que je lui fais. Enfin, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, parce que je trouve qu'il apporte des choses au débat intellectuel. Mais je ferai un reproche de nature opérationnelle, c'est que quand on le lit, par moments... On n'a plus envie de tomber une balle dans la tête, quoi. C'est fait, le nouvel ordre mondial, la mise en place irrésistible. Ça, il a un fatalisme que je ne partage pas. Parce que l'histoire de l'humanité